Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on met le cap sur un monument qui a l'air tout droit sorti d'un joli conte d'hiver, mais qui cache en réalité un passé rempli de feux, de guerres et de résistance silencieuse. On parle bien sûr de l'église Notre-Dame-des-Victoires, érigée en plein cœur de la place Royale à Québec. C'est loin d'être un simple bâtiment religieux. C'est littéralement une capsule temporelle qui raconte la résilience incroyable de la Nouvelle-France. Mais bon, avant d'ouvrir les vieux livres d'histoire coloniale, il y a une question plutôt inattendue qui se pose. C'est quoi exactement le lien entre la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio et cette petite église de Québec? Eh bien, la réponse ne se cache pas du tout dans les archives de la ville, mais bien sur le grand écran. Et oui, pour les cinéphiles, cet endroit a servi de décor au fameux film Arrête-moi si tu peux. Sauf qu'à l'écran, le bâtiment ne représente pas du tout le Québec. Il joue le rôle de la place centrale d'un petit village français qui s'appelle Mont-Richard. Ça montre brillamment à quel point son architecture classique et son charme européen du 17e siècle sont d'une authenticité troublante. L'illusion est tellement parfaite qu'elle a même trompé les caméras d'Hollywood. Section 1. Plus qu'une simple église. Même si l'extérieur de la bâtisse est super pittoresque, ses véritables fondations, elles, nous ramènent aux origines même de la colonie. On parle de l'année 1608, une date absolument monumentale. L'église est assise exactement sur les restes de l'habitation de Québec. C'est le tout premier établissement fortifié fondé par Samuel de Champlain. Les fouilles archéologiques ont d'ailleurs prouvé que ce périmètre-là, c'est ni plus ni moins que le berceau de l'Amérique française. On marche littéralement sur les premiers pas de la francophonie en Amérique du Nord. Ce qui est fascinant, c'est tout ce que cette architecture d'apparence très simple nous révèle silencieusement. La façade est bâtie en pierre des champs avec un clocher unique. C'est typique du style jésuite, pensé d'abord et avant tout pour être robuste plutôt qu'ornementé. Et si on observe les murs extérieurs de très près, on remarque des variations de couleurs et de textures dans la pierre. Eh bien, ce sont de vraies cicatrices laissées par des boulets de canon, sans oublier le fameux clocher. Ce n'était pas juste un point de repère visuel pour les bateaux, la cloche servait d'alarme incendie pour toute la basse ville, un outil absolument crucial à une époque où le feu était la pire menace pour des maisons en bois toutes collées les unes sur les autres. Section 2. Un nom chargé d'histoire. C'est assez fou de réaliser comment un simple nom sur une façade peut devenir une véritable arme politique. L'identité de l'Église a changé au rythme des guerres coloniales et de façon plutôt combative. Au tout début, en 1688, elle s'appelait tout doucement l'Église de l'Enfant Jésus. Mais en 1690, paf, l'amiral britannique Phipps rate complètement son siège de la ville. Pour fêter ça, on la rebaptise triomphalement Notre-Dame de la Victoire, au singulier. Puis arrive 1711, une flotte britannique gigantesque, dirigée par l'amiral Walker, est détruite par une énorme tempête sur le fleuve Saint-Laurent. La solution, on passe simplement le nom au pluriel pour qu'il devienne Notre-Dame des Victoires. C'est donc un sanctuaire qui célèbre littéralement la défaite navale de ses ennemis. Section 3. La destruction de 1759. Toute cette histoire de confrontation va atteindre un point de bascule terrible. L'année 1759 amène le tristement célèbre siège de Québec par les forces du général britannique James Wolfe. Et la basse-ville se retrouve en plein dans la ligne de mire de l'artillerie ennemie, qui tire sans arrêt depuis la pointe de Lévis juste de l'autre bord de l'eau. Sous ce déluge féroce de boulets de canon, l'église s'enflamme et est presque rayée de la carte. De ce fier édifice, il ne reste alors que quelques murs extérieurs complètement calcinés. Mais la volonté de survivre prend le dessus, déclenchant un processus de reconstruction hyper minutieux. Dès 1762, on rassemble l'énergie pour commencer à réparer les murs et ramener un peu d'espoir dans le quartier. Ces travaux vont s'étirer par grandes étapes sur des décennies. En fait, il faudra attendre jusqu'en 1816 pour que l'architecte François Baillarger termine les travaux majeurs, redonnant au bâtiment son look si particulier, ce qui mènera finalement à son classement comme monument historique officiel en 1929. Sauf qu'il y a un petit secret un peu macabre lié à cette restauration. Sous le régime français, c'était la tradition d'enterrer les citoyens importants directement sous les planchers de l'Église. Plusieurs grands pionniers de la Nouvelle-France y sont donc inhumés. Le problème, c'est que pendant l'immense reconstruction d'après 1759, le sol a été lourdement brassé. Résultat, les ossements ont été complètement mélangés et déplacés. Encore aujourd'hui, c'est un énorme casse-tête pour les historiens qui tentent de deviner précisément qui repose sous quelle dalle de la nef. Section 4. Une forteresse à l'intérieur. On laisse maintenant les fondations pour entrer dans le vif du sujet, l'intérieur du sanctuaire. Une fois le seuil franchi, c'est impossible de rater l'imposant maître-autel. Il a été conçu en 1878 par l'architecte David Dwelly. Et pour un lieu censé être spirituel, son design a de quoi surprendre, parce qu'il a une allure extraordinairement martiale.
C'est vraiment la forme qui attire l'attention. Il a été bâti pour ressembler à une vraie forteresse médiévale. On y distingue très clairement des créneaux, des petites tours de défense et de lourds remparts taillés directement dans le bois de l'hôtel. Ce n'est évidemment pas un simple caprice esthétique. Cet aménagement symbolise le rôle inébranlable de la foi religieuse qui était perçue à l'époque comme le mur protecteur ultime de la ville de Québec contre les envahisseurs. Et en parlant de protection, il suffit de lever les yeux vers la voûte du plafond pour découvrir un autre détail magnifique, des objets suspendus dans les airs. C'est ce qu'on appelle des ex-voto. En gros, un ex-voto, c'est une offrande matérielle. Souvent, c'était laissé par des marins ou des colons en signe de profonde gratitude après avoir survécu miraculeusement à un naufrage, ou carrément comme une demande de protection divine avant de se lancer dans de futures traversées dangereuses. Parmi tous ces ex-voto maritimes, il y en a un qui vole la vedette. C'est une maquette sculptée avec un niveau de détail incroyable suspendue au-dessus de l'allée centrale. Il s'agit d'une réplique du Breuzé. Le véritable vaisseau portait fièrement 800 tonnes. Et c'est lui qui a eu l'énorme tâche de transporter le fameux régiment de Carignan-Saliaz jusqu'en Nouvelle-France en 1665. C'est comme une photographie en 3 dimensions qui fige dans le temps les risques extrêmes de la navigation à l'époque coloniale. Sur le côté, la chapelle Sainte-Geneviève raconte une autre facette de l'histoire, directement peinte sur ses murs. Faut se rappeler qu'à cette époque-là, une grande proportion de la population ne savait pas lire. Alors ces superbes fresques, représentant notamment la Sainte Famille, servaient d'albums photos et de livres d'histoire visuels. En plus d'inspirer la dévotion, ces images montraient clairement comment la communauté avait réussi à triompher des pires calamités, les batailles brutales, la famine et bien sûr nos hivers québécois impitoyables. Section 5. Un acte de résistance. On arrive maintenant à la conclusion de ce récit, ce qui permet de donner sa véritable signification à ce lieu. C'est fou qu'en mette en contraste la réalité politique de l'époque avec le choix architectural de la communauté. D'un côté, la réalité post-1759 est très rude. La population française vit sous une occupation militaire britannique stricte et écrasante. De l'autre côté, on a le défi immense et l'audace de ses habitants vaincus. Au lieu de céder, ils décident de rebâtir exactement la même église, sur le même site stratégique. Mais le vrai coup de génie, c'est d'avoir conservé le nom Notre-Dame des Victoires. Une provocation hyper subtile, un clin d'œil constant aux anciennes défaites britanniques que les nouveaux dirigeants vont finir par tolérer pour acheter un semblant de paix sociale. Alors, bien au-delà de la pierre et du mortier, cet acharnement collectif, c'était un geste éminemment politique. Remettre ce bâtiment debout, c'était la façon la plus forte et la plus visible pour les Canadiens français de clamer « Nous sommes encore ici ». C'était la preuve tangible d'une résistance culturelle tenace qui refusait catégoriquement que son histoire et son identité soient effacées par les canons. Finalement, en regardant l'église Notre-Dame des Victoires, on comprend que l'histoire ne s'écrit pas juste dans les livres de classe, elle est aussi gravée à même l'architecture. Ça donne vraiment envie de se poser la question, quels autres actes silencieux de rébellion historique sont cachés secrètement en pleine vue dans les rues de nos villes? Chose certaine, ça motive à garder l'œil bien ouvert lors de la prochaine balade. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on continue ensemble d'explorer les secrets de notre monde à travers ces sources fascinantes.